Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. À la une de cette édition, la Chine a restauré les relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs avec la Gambie, pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue gambien Néné Magdoal Gaye à Beijing jeudi. Les deux ministres ont signé un communiqué commun sur le rétablissement des relations. Selon le communiqué, la Chine et la Gambie rétabliront leurs relations à partir d'aujourd'hui. La Gambie, elle, admet qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal à représenter toute la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable de la Chine. Au Nigeria, au moins 22 personnes ont été tuées et 18 autres blessées lors d'une double attaque suicide contre une mosquée lors de la prière du soir. Les responsables ont confirmé que l'attentat avait été perpétré par deux femmes kamikazes. L'incident s'est produit en périphérie de la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays, un endroit qui est fréquemment ciblé par des membres du groupe Boko Haram. La première kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur de la mosquée, tandis que l'autre a attendu que les gens, pris de panique, sortent de l'édifice avant de déclencher ces explosifs. Cet attentat est le deuxième du genre dans le nord-est du pays depuis le début février. Le président nigérian Muhammadu Buhari est de retour au Nigeria après un voyage de 2 jours à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Avec le président Obiang Nguema Mbazago, il a discuté de la piraterie le long de l'océan Atlantique et du vol de pétrole. La piraterie dans le golfe de Guinée aurait baissé d'environ 29%, mais cela n'a pas été le cas le long des côtes nigériennes. Le pays perdrait près de 12 millions de litres de brut par mois. Cela représente une perte de 456 millions de dollars mensuels. Les observateurs de l'industrie pensent que l'effet du vol de pétrole va bien plus loin que la valeur financière. Quand vous parvenez à voler 100 000 barils de brut, alors vous pouvez probablement déverser 100 000 autres barils dans la nature. Vous avez aussi probablement la possibilité de rendre responsables les compagnies pour ces lignes de production particulières. Un pays comme le Nigeria peut perdre environ 400 000 barils, bien qu'il n'y ait que 100 000 barils volés. Les présidents Muhammadu Buhari et Obiang Nguema tentent aujourd'hui de renforcer l'effort régional pour contenir leurs pertes. Tchayi Gaskia pense qu'une initiative régionale pour lutter contre les crimes maritimes dans l'océan Atlantique aurait dû être en place depuis longtemps. It makes sense to also try to build a naval coalition. Il est logique d'essayer aussi de construire une coalition navale qui peut mieux contrôler la mer afin que le travail ne retombe pas uniquement sur la marine nigériane. Cela a du sens. C'est donc le genre d'attente que nous avons de cette rencontre, avoir une sécurité plus structurée et coordonnée et une approche de surveillance en termes de patrouille commune de la mer. Les présidents Buhari et Obiang Nguema ont discuté aussi des attaques contre les forages de pétrole, de la prolifération des petites armes et du trafic d'êtres humains dans le golfe de Guinée. Les 2 raffineries de pétrole du Nigeria nouvellement rénovées ont dû récemment fermer à la suite d'actes de vandalisme contre les oléoducs dans le delta du Niger. Direction l'Afrique du Sud où le comité de politique monétaire de la Banque de réserve annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt ce jeudi. Lorsque le groupe s'est rencontré la dernière fois, l'impact de l'éviction du ministre des Finances pesait lourdement sur leur esprit. La monnaie était toujours près de son niveau le plus bas par rapport au dollar américain et la sécheresse avait commencé à affecter l'inflation des prix de la nourriture. La monnaie demeure faible, la sécheresse a affecté l'inflation des prix de la nourriture et Eskom a remporté l'augmentation des prix de l'électricité qui affecteront les prix administrés, ce qui nourrira directement la pression inflationniste. Par ailleurs, la Banque de réserve se garde bien de dévoiler ses intentions. Nous allons évaluer toutes les nouvelles données qui sont devenues disponibles depuis notre dernière réunion et l'information que nous avons reçue. Et sur la base de notre jugement collectif sur comment cela pourrait nous informer ou nous aider à décider si la position de la politique monétaire actuelle continue d'être appropriée. Vous devez considérer la valeur du rand relative au coût des marchandises dans le pays. En d'autres termes, vous devez gérer l'inflation. Et deuxièmement, en association à cela, vous devez considérer la valeur de la devise par rapport aux autres devises. Donc je pense que la position politique adéquate de la part de la Banque de réserve sud-africaine est de défendre la monnaie.
on the part of the South African Reserve Bank is to defend the currency. Et cependant, la Banque de réserve maintient que son attention se porte sur l'inflation et que la faiblesse de la monnaie n'entre pas en considération lorsqu'ils prennent leurs décisions. En gros, le rand a flotté entre 15 et 16 rands le dollar, donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un facteur supplémentaire pour le comité de politique monétaire. Je pense cependant que ce qui va les préoccuper est le fait que la monnaie ne montre pas encore des signes de renforcement et qu'elle est toujours incroyablement faible par rapport au dollar. L'agence de notation Moody's est en ce moment en Afrique du Sud, procédant à un audit des conditions économiques du pays. Elle discute avec les responsables du Trésor et le ministre des Finances, ainsi que d'autres acteurs. Mais le comité de politique monétaire peut-il envoyer quelque sorte de signal aux agences ? La Banque de réserve fait partie du processus global, mais je pense qu'à cette phase, il y a peu qu'elle puisse faire pour d'une part apaiser les agences de notation et d'autre part permettre à l'Afrique du Sud d'éviter un déclassement. Étant donné le mandat clairement univoque du comité de politique monétaire et de la Banque de réserve sud-africaine de prendre soin de la monnaie, je pense qu'ils doivent relever le taux. J'estimerais une hausse de 25 points de base. L'inflation est en hausse et elle atteindra probablement 7% cette année, c'est ce qu'on suggère. Et si c'est le cas, le comité de politique monétaire aura à prendre des décisions difficiles. Afrique du Sud, toujours un climat plus frais et moins sec que paraît être un lointain rêve. Et le pays continue de faire face à ses pires sécheresses en 75 ans. Le Cap occidental a déjà mis en place des restrictions de niveau 2 au début de cette année afin d'atténuer les effets de cette sécheresse. La région est confrontée à des pénuries après que les niveaux des barrages ont baissé sous les 25%. Reportage. Les barrages au Cap occidental sont en voie d'assèchement et certains ne disposent même pas de suffisamment d'eau pour être pompés par les résidents, laissant de nombreuses personnes inquiètes d'une crise qui menace. L'industrie agricole a déjà souffert de près d'1 milliard de dollars de pertes en raison de la sécheresse et aucune précipitation n'est attendue dans un proche avenir alors que les niveaux des barrages perdent 2% par jour. Le barrage de Tiwatakloof gère 50% des approvisionnements en eau du Cap et certains experts estiment que sa position géographique en hauteur dans les montagnes le rend particulièrement vulnérable à la sécheresse. Par-dessus tout, nous devons absolument surveiller ce barrage. Et s'il s'assèche, en atteignant 20 à 25% de sa capacité de base, soit un minimum absolu, alors il faudra s'en alarmer. Il deviendra très difficile d'utiliser l'eau, de la pomper, car le lieu se remplira également de sédiments et de vases, ce qui ajoutera davantage de pression sur le traitement de l'eau. Les petites villes aux abords du Cap occidental sont confrontées à un avenir incertain si ces conditions climatiques persistent et certains disent qu'il ne resterait que quelques semaines d'eau potable. D'autres tentent d'être proactifs en éduquant leurs résidents sur la conservation de l'eau, de même que l'introduction volontaire de certaines restrictions. Il vaut mieux prévenir que guérir. Nous, au sein du Conseil, avons également indiqué que nous allons sensibiliser notre peuple à une utilisation raisonnable de l'eau. Nous souhaitons qu'il y ait une restriction sur l'usage de l'eau, mais nous ne l'avons pas officiellement qualifié de restriction, mais nous souhaitons qu'il en soit ainsi, car nous savons qu'El Niño va nous affecter, nous tous. Les restrictions de la ville sont actuellement au niveau 2, mais devraient passer au niveau 3 afin d'éviter un désastre potentiel. Nous vivons dans un pays en manque d'eau, et il s'agit là d'une ressource rare, et c'est juste trop atroce d'évoquer la possibilité qu'au Cap occidental, et aussi la ville du Cap, avec sa large population, puisse manquer d'eau. Je ne sais pas si les personnes voient les implications de cela, car nous avons l'habitude d'utiliser l'eau courante, et il y a de l'eau. Mais le jour où il n'y aura plus d'eau, les gens réaliseront combien l'eau est importante. Pour le moment, l'eau est en train d'être pompée vers les petites villes, mais compte tenu de l'impact de la sécheresse sur l'ensemble du pays, seul le temps permettra peut-être d'apporter des solutions. Et alors que le seuil a été atteint en certains lieux, la question doit bien sûr être posée quant à savoir combien d'eau pourra encore être préservée. Et il faudra y répondre au cours des prochaines semaines alors que les restrictions vont s'intensifier. Une entreprise américaine a fait savoir qu'elle a développé un poêle moderne à charbon, baptisé Jikokwah. L'entreprise Burn a déjà implanté une unité de fabrication dans les environs de Nairobi. Chris Aiken, le vice-président, déclare que cet équipement présente plusieurs avantages comparés aux produits concurrents. Mère de 2 enfants, Mercy Mboun prépare le déjeuner. Elle utilise un poêle révolutionnaire connu ici au Kenya sous le diminutif de Jiko. Lorsque vous l'allumez, il monte très rapidement en température. Il n'a besoin que de peu de charbon. Il ne dégage pas de fumée.
C'est ici, dans ces installations, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Nairobi, que les poêles sont fabriquées. L'atelier donne du travail à une centaine de personnes. La moitié d'entre elles sont des femmes. Chaque semaine, plusieurs milliers de poêles sont fabriqués ici. Nous produisons 1 gigot par minute, soit 14 000 par mois. Pour Chris Akin, le vice-président, le gigot marque une amélioration comparée aux autres poêles disponibles sur le marché. Montrer aux gens que c'est comme ça que ça fonctionne, quels sont les avantages. Les enfants resteront plus longtemps à l'école. Il y aura moins de problèmes respiratoires. On économise annuellement 18 000 shillings, environ 180 $, simplement en utilisant moins de charbon. Conçu aux États-Unis, le poêle est fabriqué localement au Kenya. Un des plus grands investisseurs est Acumen. Cette ONG américaine met l'accent sur l'économie sociale. La plupart des matériaux utilisés par l'entreprise Burn viennent de Chine, le reste étant acheté localement. Leur modèle commercial est simple. Faites-lui faire ses preuves, allumez un poêle, allez sur place dans les marchés, les supermarchés, là où sont vendus les gigots. Montrez aux gens comment ça fonctionne. Jusqu'à présent, ce système a été couronné de succès en Ouganda. Plus de 140 000 poêles ont été expédiés à ce jour, permettant aux familles d'économiser des millions et d'aider à préserver l'environnement. La direction se montre confiante. Elle estime que la même réussite peut être reproduite au Kenya avant le déploiement du produit en Afrique subsaharienne. En Tanzanie, les enseignants sont autorisés à prendre le bus de et vers l'école gratuitement en vue de rendre service aux écoles. Un programme mis à l'essai dans la capitale commerciale de Dar es Salaam. Les enseignants se sont vus remettre des cartes de gratuité pour les bus du pays. L'homme, le Daladada, a rarement été considéré comme un véhicule de changement. Mais en Tanzanie, cela sert à l'éducation. Et ce parce que les enseignants ont droit à des trajets gratuits pour aller travailler et permettre aux écoles qui luttent de ramener davantage de personnel. Un exemple avec Moussa, qui a besoin d'1 heure pour se rendre à l'école. C'est bien pour moi, car cela m'aide à arriver à l'école à temps. Le Daladada est un mode de transport populaire pour des milliers de professeurs et cette politique pourrait leur faire économiser 10 $ par mois. L'espoir est que cela donne un élan aux instituteurs, mais aussi aux enfants. Et cela vise à aider les écoles de la capitale commerciale de Dar es Salaam, qui ont besoin du plus d'enseignants possible. Mais les conducteurs de bus perdent de l'argent et cela a causé certains problèmes aux enseignants. Chaque fois, professeur, êtes-vous professeur? Donnez-moi de l'argent. Nous disons non, non, non. Nous voulons la gratuité. Ils n'ont pas une connaissance suffisante sur ce programme. Les autorités ont déclaré qu'elles pensaient à développer le programme dans la totalité de la ville. Durant des années, des étudiants ont voyagé gratuitement en bus, mais désormais, les enseignants pourraient également se presser dans les bus pour bénéficier d'un transport gratuit. Le Zimbabwe va commencer le rationnement des enfants, un repas par jour, alors que la sécheresse causée par El Niño continue de faire des siennes. Il s'agit en effet de la pire pénurie alimentaire du pays en plus de 15 ans. 2 saisons consécutives aux faibles précipitations, l'actuelle étant la pire en près de 3 décennies. Conséquence, des récoltes de maïs détruites, des troupeaux décimés et près de 33 000 enfants victimes de malnutrition. Le gouvernement a annoncé un programme de nutrition de 200 millions de $ à compter de mai pour les enfants des écoles primaires dans les régions les plus vulnérables où l'impact a été déjà dévastateur selon les agences d'aide. Nous voyons un fort absentéisme dans les écoles, un faible niveau de participation dans les classes et on enregistre également un niveau élevé de transfert d'enfants des zones rurales vers les zones urbaines. Selon le ministère de la Protection sociale, en octobre de l'année dernière, 3 000 enfants avaient déjà quitté l'école dans la région fortement frappée du nord du pays. Un nombre qui pourrait être bien plus élevé maintenant. Et le gouvernement a indiqué que la priorité sera accordée aux 2 premières années d'école. Le plan d'aide alimentaire complémentaire ajoutera une pression supplémentaire sur des ressources déjà manquantes en raison de la sécheresse. En janvier, le gouvernement a lancé un appel aux dons d'1,6 milliard de $ pour nourrir 3 millions de personnes. Le nombre de personnes dans le besoin est désormais passé à 4 millions alors que les réserves gouvernementales de céréales sont au plus bas avec seulement 3 mois d'approvisionnement. Et par ailleurs, les Zimbabwéens ont un besoin critique d'approvisionnement en eau potable.
L'effort du gouvernement est noble, mais il doit être soutenu par un programme durable et de participation autorisant, par exemple, les communautés à établir de petits jardins, des jardins diététiques. Et vous voyez, avec les ressources en eau qui s'assèchent, il s'agit là d'un élément essentiel qui doit être pris en compte. Plus d'un tiers des puits dans la région nord de Matabeleland sont asséchés. Des rapports indiquent également que nombre de sites de réservoirs d'eau dans le pays se trouvent à des niveaux dangereusement bas. Selon l'UNICEF, 35% des foyers du pays ont des approvisionnements inadéquats en eau propre. Cette pénurie a provoqué des craintes d'épidémies de maladies d'origine hydrique. Le Fonds des Nations Unies a déclaré avoir besoin de 21 millions de dollars pour répondre aux besoins des enfants. En Afrique du Sud, à présent, le programme de bourse de virginité suscite une controverse. Pourtant, de nombreuses jeunes femmes recommandent cette bourse et l'initiative obtient des soutiens dans plusieurs provinces. La municipalité du district de Utukela, dans la province de KwaZulu-Natal, est la cible des critiques car elle offre des bourses scolaires aux jeunes filles capables de prouver qu'elles sont encore vierges. Beaucoup jugent la bourse misogyne et anticonstitutionnelle. Doudou Mazibuka, la maire du district, est la cible numéro 1 des critiques. Doudou Mazibuka insiste quant à elle sur la situation de son territoire. La moitié des jeunes filles du district est soit jeune mère, soit séropositive. 2, 3, voire 4 enfants à l'âge de 25 ans. Nous avons besoin de faire quelque chose en tant que pays, en tant que société, donc en tant que leader de ce district. Il est de ma responsabilité de faire quelque chose pour ces jeunes filles. Le ministère du Développement social s'est impliqué dans le débat et a fait part de son opposition au programme. J'ai appelé la maire et soulevé plusieurs questions avec elle et elle dit que la population soutient le programme. Et puis je lui ai dit oui, le fait que la communauté soutienne le test de virginité vient du fait que les populations jugent tout le temps les femmes. Malgré les critiques, les soutiens se multiplient dans d'autres provinces. Dans le township de Tembisa, Johannesburg, le groupe de virginité Amachichi Mpela soutient la bourse et espère bientôt pouvoir en octroyer à son tour. Je comprends que les gens s'y opposent, mais pour moi, c'est une source de motivation, car si une jeune fille voit qu'il existe des bourses pour des gens comme elle, elle va se protéger jusqu'à la fin de ses études. C'est donc très motivant. Quand vous avez une éducation, ce qui est la seule chose dont vous avez besoin dans la vie, ce groupe peut aider à ce que vous réussissiez votre éducation. Gladys Sangweni, qui dirige ce groupe depuis 20 ans, n'est pas touchée par les critiques. Son objectif est de contrôler la propagation du sida et les grossesses non désirées. Ce que nous voulons vraiment leur enseigner est de s'abstenir et d'aller à l'université, puis de revenir et d'avoir un avenir. Je protège leur virginité car je pense que c'est le seul moyen, c'est peut-être demandé, mais au final, elles ont une vie au lieu de mourir jeunes ou d'attraper le sida. La communauté considère ce groupe comme un moyen de protéger les jeunes filles et de faire revivre un élément de la culture zoulou. La plupart d'entre nous aiment ce groupe car il éloigne les enfants des rues et il rend les jeunes filles fières d'elles-mêmes et de leur corps. Ce groupe est à mon avis l'une de ces choses que nous devrions encourager dans notre société en raison de l'importance du sida. Je pense qu'il donne à nos enfants un meilleur avenir radieux en tant que femmes, car nos filles tombent enceintes avant 16 ans et ils vont dans des cliniques pour avorter. Désormais, elles sont tranquilles et ne sont plus inquiètes du sida qui tue nos enfants. Pour ces jeunes femmes, l'abstinence est devenue le seul moyen de remporter la bataille contre les grossesses précoces et le sida. Et malgré la controverse, c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour obtenir une éducation. Le gouvernement du Malawi et l'Agence des Nations Unies pour les enfants, l'UNICEF, ont mis en circulation des drones en Afrique rurale. Encore à l'essai, ces appareils sont susceptibles de réduire le temps d'attente nécessaire au diagnostic du VIH chez les nourrissons.
Au Malawi, des drones viennent de s'engager dans la lutte contre le VIH. Ce drone est utilisé pour transporter des échantillons prélevés dans des cliniques isolées vers des laboratoires spécialisés dans le dépistage du virus. Jusqu'à présent, le transport des prélèvements assurés par moto durait près de 11 jours jusqu'au laboratoire spécialisé. Ce délai constitue une attente douloureuse pour les mères des enfants dépistés. C'est une expérience très douloureuse pour moi parce qu'actuellement, je ne sais pas si mon enfant a été contaminé par ma maladie ou s'il va bien et l'attente est longue. J'espère que les résultats seront négatifs et qu'il aura un avenir. Il n'y a pas besoin de pilote. Tout ce qu'il faut, c'est un employé avec un mot de passe et un signal GPS sur son téléphone portable. Une fois que les prélèvements sont à l'intérieur, il suffit d'entrer les coordonnées géographiques et le drone décolle. Cet essai est sponsorisé par l'UNICEF et le gouvernement malawi. Au Malawi, le taux de prévalence du VIH est de 10%, soit l'un des plus hauts au monde. Chaque année, environ 10 000 enfants meurent du virus. Cette technologie pourrait faire baisser ce nombre en accélérant la prise en charge des enfants atteints. Il y a de nombreux délais d'attente dans la prise en charge des enfants séropositifs. Ils doivent être testés très tôt, idéalement avant leurs 2 mois, lorsqu'ils ont entre 6 et 8 semaines. Ensuite, leurs prélèvements sanguins doivent être acheminés du centre médical jusqu'à l'un des 8 laboratoires spécialisés du pays. Les mères attendent jusqu'à 2 mois ces résultats et cela représente une période très longue dans la vie d'un enfant séropositif. L'Agence des Nations Unies finance l'acheminement des prélèvements sanguins au Malawi à hauteur de 1,5 million de dollars par an. Mais si cet essai s'avère fructueux, l'emploi des drones pourrait révolutionner le traitement de la maladie. Cela représenterait une avancée majeure dans la résolution des problèmes de coûts et de transport. Nous faisons face à des délais d'attente extrêmes du fait de la mauvaise qualité des routes, du prix élevé de l'essence et du manque de véhicules. Ces drones ne sont pas chers et sont très efficaces. Cette technologie peut changer la donne, non seulement au Malawi, mais également dans le reste de l'Afrique. Nous aimerions que cette technique soit employée dans d'autres pays afin d'améliorer la qualité des services de santé. Cet essai en est toujours à un stade précoce, mais se montre d'ores et déjà efficace. Cette technologie a le potentiel de révolutionner la livraison médicale en Afrique rurale, et si ce projet obtient le soutien des gouvernements africains, il pourrait sauver de nombreuses vies à travers tout le continent. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.